Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Même si c'est avec des méthodes et des combats différents, c'est un fait aujourd'hui que les jeunes du Mali sont présents à tous les grands rendez-vous citoyens ou politiques. Ils sont conscients de leur force, mais peinent à s'organiser en un seul et grand mouvement. Pourquoi ? Cette multitude d'associations et de mouvements qu'ils ont créés est-elle une chance ou un handicap pour eux finalement? Pour en parler dans votre émission Théma ce soir, nous vous proposons ces thèmes: floraison des mouvements de jeunesse au Mali, à quelle fin? Avec Madame Salimata Traoré. Elle est titulaire d'une licence en administration économique et sociale, parcours entreprise à l'université Sorbonne Paris-Cité, également écrivaine, auteure de cet ouvrage Notre combat de tous les jours. Elle est blogueuse panafricaine, féministe africaine, fondatrice et présidente de l'association LMD, les leaders du Mali de demain. Madame Traoré, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Maman Traoré, inspecteur de sécurité sociale, président du mouvement Fasso-Deo. M. Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous sommes également en compagnie de M. Ibrahim Nabiou Touré, directeur technique de IRAD, Initiative Recherche Appui au Développement. Il est économiste et analyste. M. Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour vous. Merci beaucoup. Et enfin, notre quatrième invitée est Madame Nafissa Chouaoudou Traoré. Elle est titulaire d'une licence en sciences politiques à l'université Paris 8 Lumière et du CADI, certificat d'aptitude à la diffusion du droit international humanitaire, lauréate 2016 du concours d'éloquence Eloquentia et en 2018 la bourse des jeunes entrepreneurs ACS initiée par les rappeurs français Kerry James, actuellement elle est journaliste stagiaire au quotidien Le Soir de Bamako. Madame Traoré, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Touré, pouvez-vous nous expliquer pourquoi toutes ces associations, tous ces mouvements de jeunes au Mali? Monsieur Robert, je vous remercie une fois de plus. Alors, comme on le dit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et pourquoi ces floraisons, pourquoi toutes ces associations? Il faut dire que c'est le fruit d'un long combat. C'est après les événements de 92 que le Mali a opté pour 90, disons, a opté pour le multipartisme. Et de ce fait, on est parti dans un courant de liberté, d'association, de regroupement, de liberté d'association. Aujourd'hui, pour dire que nous avons toutes ces associations parce que la loi autorise. La loi 038 du 5 août 2004 qui autorise la création des associations et des mouvements permet à tout regroupement de jeunes, à tout regroupement de personnes de se réunir suivant les objectifs et les buts bien déterminés. Donc, comme je l'ai dit, toute chose qui n'est pas interdite par la loi est autorisée. Si aujourd'hui nous voyons tous ces mouvements, toutes ces associations, parce que la loi autorise, parce que la démocratie nous le permet de le faire. D'accord. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui autant d'associations, autant de mouvements. Chaque jour que Dieu fait, on en voit et il en crée. Donc, c'est la raison de plus parce que la loi l'autorise. D'accord. Mais c'est vrai, toute chose qui n'est pas interdite est permise, mais nous connaissons aussi beaucoup de choses autorisées que nous ne faisons pas. Oui. Alors, au-delà de cette autorisation juridique, oui, alors, qui permet aux gens de créer leur association, leur mouvement, oui, et quelle autre raison, selon vous, pourrait expliquer cette floraison des mouvements de jeunes? Alors, pour dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire.
D'abord, j'ai parlé du cadre juridique pour dire que c'est permis, c'est légal. Alors, pour en venir un peu aux facteurs ou aux raisons qui font que les gens créent beaucoup, parce qu'il y a au tout départ un manque de vision. Il y a une déception de l'association mère ou du mouvement mère, ou même des causes identitaires, communautaires qui peuvent pousser les gens à aller vers la création des associations. Encore, il y a l'aspect politique qui est là. Et les mouvements politiques se créent en fonction des besoins réels, du contexte qui autorise ou bien qui oblige les gens à se fédérer ensemble pour aller combattre ou bien pour aller défendre un intérêt ou un idéal à un moment donné de leur vie. Ou bien, on a même des intérêts économiques. On a les GIE, qui sont aussi considérés comme des mouvements, comme des associations, mais qui ont un but lucratif. Maintenant, il faut différencier un peu les associations ou les mouvements à but lucratif et les associations à but non lucratif. Donc, dans ce cas de figure, tous ceux qui ne sont pas lucratifs et apolitiques sont considérés comme la société civile. Donc, je suis d'un regroupement. Si le regroupement n'a pas de vision ou que moi-même je me sens lésé ou je sens que la vision tracée au préalable n'est pas respectée, je peux aller avec d'autres personnes que je vois nous avons la même vision, créer une autre association selon notre vision pour le but bien déterminé. D'accord, merci voilà. Monsieur Touré. Madame Traoré, Salimata, nous serons tout de suite à vous. Juste le temps pour moi de demander à Monsieur Maman Traoré de nous dire si par exemple le fait que les jeunes sont différents au Mali, très très différents. On a des jeunes qui vivent en milieu urbain, d'autres qui sont des ruraux. Nous avons des jeunes instruits, non instruits, des garçons et des filles. Donc, il y a quand même beaucoup de différences de statut entre les jeunes. Est-ce que ce sont ces différences de statut qui empêcheraient aujourd'hui les jeunes de se fédérer en un seul et grand mouvement? Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce plateau. Merci. Et aussi d'évoquer ce sujet qui est d'une préoccupation capitale, dont nous n'arrivons pas à trouver parfois des réponses appropriées. Je ne pense pas que ce soit un handicap que les jeunes se fédèrent, que ce soit les jeunes vivant dans les milieux ruraux, que ce soit les jeunes avant vivant d'arriver dans... à l'handicap ou à la force que cela pourrait représenter, mais est-ce que cette différence, ou disons ces différences, Non, parce sont que nous à la base partageons... du fait qu'ils n'arrivent pas à se fédérer? Non, parce que tout simplement, nous partageons un destin commun. Nous avons une préoccupation commune et nous n'avons qu'un seul pays en partage, c'est le Mali. Et vous savez bien plus que moi que ceci est un sujet fébrilement problématique, dans la mesure où on sait que cette jeunesse-là a été instrumentalisée, marginalisée depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et lorsque nous faisons une lecture textuelle de ce qu'est la religion, chacun y va de son interprétation par rapport à la perception, par rapport à la conception de la religion. Mais cela ne nous empêche tout de même pas de nous respecter, de nous accepter et de s'unir autour d'un idéal pour le bien-être de la société. Cet état de fait-là doit être contextualisé dans notre pays, sachant bien que nous vivons une crise socio-politique sans précédent il y a de cela 7 ans. Et je pense qu'il est plus nocif, il est plus utile que nocif aujourd'hui pour la jeunesse de s'unir autour d'un idéal de fédérer pour que nous puissions quand même pallier à certaines éventualités. Et j'ai bien aimé un de vos intervenants la semaine dernière qui a dit quelque chose d'assez pertinent, qui dit que le président en venant au pouvoir a tenu un discours stalien, disant qu'il ne négociera pas avec les bandits armés sans qu'ils ne soient cantonnés et désarmés. Mais ce qu'on n'a pas dit dans cette histoire-là, c'est que le FMI a suspendu son aide ici au Mali. La Banque mondiale a suspendu son aide ici au Mali, contraignant le président à signer un accord autre que l'accord d'Alger. Cette jeunesse-là devrait être dans la réaction devrait être dans l'action plutôt que dans la réaction. D'accord, nous allons revenir à vous après. Madame Traoré, vous êtes écrivaine. Oui. Voilà, je le disais à l'introduction, Madame Traoré est auteure de cet ouvrage, Notre combat de tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous écrivez? Ce sont des romans, des poèmes? Quel est votre genre d'écriture? Moi, c'est plus des nouvelles et des poèmes. Mon premier recueil, c'était un recueil de poèmes. Et ça, c'est plutôt un recueil de nouvelles. D'accord. Oui. Et de quoi parlez-vous généralement à travers vos écrits? Je suis à la fois panafricaniste et féministe.
Donc, dans cet ouvrage, par exemple, on parle de la femme, du quotidien de la femme malienne, les difficultés que nous rencontrons dans le monde professionnel et dans la vie personnelle aussi. D'ailleurs, ma phrase qui résume bien cet ouvrage, c'est nous sommes filles, nous sommes mères, nous sommes épouses, mais avant tout, nous nous battons pour être nous-mêmes. D'accord. Et nous nous battons pour être nous-mêmes, oui, avant tout. Oui. Ok, d'accord. Pour être nous-mêmes, nous allons continuer à être nous-mêmes. Et donc, en tant que jeunes, en plus des explications fournies par M. Maman Traoré, selon vous, quelles sont d'autres raisons qui pourraient expliquer le fait que notre jeunesse n'est pas unie? Pourtant, c'est ce que tout le monde veut. N'est pas unie. Moi, je dirais que c'est par rapport à... Chacun veut être leader. Par exemple, si on prend le cas des associations, on ne suit pas l'objet de l'association. On est plus on est là pour le poste. Donc, du coup, chacun veut être président d'une telle association plutôt. Et si il n'arrive pas, il va aller créer son association, ce qui crée un peu la désunion. Ça, c'est mon point de vue sur le sujet. D'accord. Oui. Merci, Madame Salimata Traoré. Madame Nafissa Traoré, vous pouvez nous dire si, en fait, cette désunion, si cette floraison en fait, d'associations et de mouvements n'est-elle pas finalement un handicap? Si oui, alors lesquels handicaps, en quoi ça handicape sérieusement la jeunesse d'aller en rang dispersé de cette façon? Alors déjà, j'aimerais rebondir sur les propos de mon collègue ici présent, en rappelant qu'effectivement, le Mali est une démocratie assez jeune. On est sorti d'une transition complètement totalitaire sous le régime de Moussa Traoré, excusez-moi, pour aller vers un multipartisme. Et le multipartisme là qui s'est créé, cette volonté de vouloir avoir différents aspects politiques sur le champ politique, elle est en fait révélatrice d'une plus grande volonté de liberté par les citoyens maliens. Et le deuxième point que l'on pourrait soulever par rapport à cette floraison, c'est tout simplement peut-être parce que nous sortons d'une période électorale et donc politique. Et qui fait que forcément, il y a beaucoup de mouvements politiques qui ont pu se créer à l'élection passée, qui ont pu naître. Il y a plus de 200 partis politiques au Mali, mouvances politiques au Mali. Mais maintenant, le problème de ces mouvances-là, c'est que vous avez parlé de la loi qui permet justement de créer, de faire ces associations-là. Mais depuis 91, quelle loi avons-nous pour justement réguler la création de ces associations-là? Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas d'où viennent leurs financements, quelles sont leurs réelles intentions politiques. Donc, elles naissent. Et le troisième point qu'on pourrait soulever, c'est qu'il faut rappeler que le Mali a quand même une population de plus de 20 millions de jeunes. Donc, c'est un électorat à toucher. Et c'est un électorat qui peut être facilement utilisé pour pouvoir faire valoir ses intérêts politiques. Et c'est malheureusement ce auquel on peut assister actuellement, puisqu'on peut le voir, cette floraison de mouvements de partis politiques vient souvent pour compléter des partis politiques qui sont là depuis très longtemps, depuis les années 90, et qui sont là pour faire valoir les causes de ces politiciens-là. Et la jeunesse est plutôt malléable sur ce sujet-là, puisqu'ils n'ont pas vraiment de rattachement politique, ils n'ont pas vraiment de construction politique toute faite, et donc ils cèdent souvent malheureusement à l'appât du gain matériel, économique. Et il n'y a pas, et donc l'individu politique, l'individu citoyen devient un atout politique pour faire valoir ses atouts. D'accord. Mais vous avez été lauréate d'un concours qu'on appelle Eloquentia. Alors, pouvez-vous nous en parler un tout petit peu, ce concours-là? Alors, le concours Eloquentia est un concours d'éloquence, tout simplement, qui est initié par la coopérative Indigo, qui est une coopérative qui se veut faire casser en fait le social entre les élèves qui sont... Normalement, l'éloquence est généralement plutôt associée aux grandes écoles. La Sorbonne, HETEC, etc. Le but de cette coopérative-là était de faire en sorte que des jeunes issus de banlieue ou issus de l'immigration puissent participer à des concours d'éloquence qui sont très, très formatés. Et donc, j'ai pu participer à une formation
à la prise de parole. Et suite à ça, j'ai participé à un concours où il y avait 150 compétiteurs et j'en suis heureusement ressortie gagnante. Et je l'ai fait en la mémoire de mon père, Chouaïdou Traoré, fondateur du premier quotidien privé du Mali, Le Nouvel Horizon. D'accord. Et aussi, vous avez obtenu une bourse des jeunes entrepreneurs. Une bourse initiée par les rappeurs Kerry James. C'est quoi cette bourse? Quelle est la teneur? Alors, cette bourse initiée par le rappeur Kerry James a pour but de faire en sorte que les étudiants qui ont une volonté de faire un projet étudiant, mais qui n'ont pas les moyens de le réaliser, donc en fournissant le financement. Et donc, j'ai participé et j'ai été sélectionnée oralement pour participer. Donc, j'ai gagné, j'ai fait partie des lauréats. Et grâce à cette bourse-là, j'ai pu partir aux Nations Unies, à New York, où j'ai fait un stage durant 2 mois au sein des Nations Unies pour comprendre comment fonctionnaient les organisations internationales. D'accord, merci Madame Nafissa Traoré. Monsieur Touré, et cette floraison d'associations et de mouvements est-elle sans conséquence? S'il y a des conséquences, lesquelles selon vous? Alors, permettez-moi avant de continuer de revenir sur un certain nombre de points qui ont été dit. Notamment la régulation des associations sur le financement. Il faut comprendre que l'État en tant que tel n'a pas de texte réglementaire pour dire vous êtes une association, je vous contrôle. Non. Ce qui vous lie à l'État, c'est quoi? En fin d'année, vous déposez un rapport au niveau des autorités compétentes, notamment le ministère de l'administration territoriale qui reçoit les rapports. Alors, la régulation, c'est à l'interne. Vous avez des organes qui vous permettent de suivre ce que vous êtes en train de faire. Il y a le conseil d'administration, il y a l'assemblée générale, il y a le secrétariat permanent où ça dépend, l'appellation dépendra de chaque structure. Ok? Ce sont ces organes-là qui régulent la vie de l'association. Pour ce qui est des financements, ça dépend. Ça va dépendre du type d'association. Vous avez les cotisations qui doivent normalement faire fonctionner ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'association doit être basée sur une vision, sur ce que vous voudrez faire. Et vous devez avoir un programme bien ficelé, bien budgétisé, et vous cherchez les moyens, mais tout en vous basant d'abord sur vos propres moyens. Les cotisations doivent être la première source de financement des associations. Alors, pour revenir un peu à votre question sur les conséquences. Il va de soi que quand les gens ne sont pas ensemble, qu'il y ait des conséquences. Si nous sommes là aujourd'hui, nous arrivons à parler parce que nous avons un idéal qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est modèle, qui me donne la parole, qui me la prend et qui la donne à une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a un leadership qui nous conduit. Maintenant, si on est désunis, c'est le désordre total, c'est l'anarchie totale. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Finalement, vous n'arrivez pas à impacter. Finalement, vous n'avez même pas d'objectif. Si je me lève un bon matin parce que les lois me permettent, je crée mon association, ou bien je crée mon mouvement, juste pour défendre un tel, ou juste pour avoir un 100 000 francs ou bien 200 000 francs, mais je n'ai rien gagné. Il n'y a pas de durabilité. Il faudrait que les gens puissent comprendre que les premières conséquences, c'est quoi? C'est que c'est l'anarchie qui ça va créer au sein de la société, ça va créer la méfiance entre les jeunes, ça va créer encore ce qu'on appelle la non-durabilité des structures. Donc tout ce que vous allez faire, c'est 2 ans, 3 ans même, maximum 1 année, puis vous disparaissez. Donc c'est pas bon que les gens ne puissent pas se fédérer. Ça, c'est les conséquences structurelles que je vois. Mais économiquement, c'est un gâchis. Parce que pour faire les statuts règlements, normalement, tu dois faire recours, au moins c'est un juridique, un conseil. Et il faut payer les timbres, il faut payer un nombre de... Il y a des coûts à mettre là-dedans. Le temps que vous prenez pour vous consacrer à ça, si vous l'évaluez, c'est une perte pour vous si vous n'arrivez pas à vous entendre. Donc, toujours est-il que les conséquences sont énormes. Donc, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social, il y a le futur. Parce que si vous ne parlez pas dans le même langage disons, il va de soi que demain, vous êtes vulnérable. D'accord. Merci Monsieur Touré, Monsieur Maman Traoré. En plus de conséquences énumérées et citées tout de suite par Monsieur Touré, est-ce que vous voyez d'autres conséquences dans cette désunion
en fait, des jeunes au Mali? Parce que vous avez été les premiers quand on a parlé d'handicap et tout. En quoi ça handicape les jeunes? Bon, moi, j'aimerais bien rebondir par rapport à ce qu'il a dit concernant la régulation de certaines associations au Mali. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités en ce sens, puisque on n'arrive même pas à faire de différence entre un parti politique et une association. Et je rejoins un peu Madame en ce sens, disant qu'il faut que l'État mette tout en œuvre pour réguler ce secteur-là. Maintenant, concernant la désunion des jeunes, on a tendance à dire que c'est dans l'union quand même que réside la force. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de la population malienne est juvénile. Normalement, ceci doit être un atout. Du moment où l'État mettra des perspectives en place pour encadrer les jeunes, orienter les jeunes, former les jeunes, pour qu'ils puissent quand même contribuer de façon considérable à l'essor de notre pays. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces jeunes-là sont instrumentalisés, marginalisés pour des fins inavouées. Et ils sont plus dans la réaction plutôt que dans l'action, ils sont plus dans la dénonciation plutôt que dans la proposition. Et c'est ce qui est à déplorer dans notre pays aujourd'hui. Les jeunes doivent se fédérer puisqu'on partage quand même un destin commun qui est le Mali. Et nous devrons tous œuvrer en commun accord pour le bien-être du Mali. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les jeunes agissent plus en téléspectateurs qu'en acteurs. C'est ce qui est déplorable dans notre pays. Et nous devrons quand même travailler de manière opiniâtre à se former, à conscientiser, à prôner pour l'éveil de conscience, à éduquer. Et c'est en ce sens-là que nous pouvons travailler à ce que nous ayons plus des leaderships hérités, des leaderships légués, mais que nous ayons des leaderships qui répondent convenablement à nos aspirations. Et pour avoir ce leadership, que faut-il faire? Comment peut-on être véritablement leader dans cette mouvance de milliers et de milliers d'associations? N'est-il pas difficile d'être leader carrément au-dessus? Je pense, comme l'a dit Madame Traoré au tout début de son intervention, ce n'est pas la posture qui compte en réalité. Il faut voir plus l'utilité, la quintessence même des associations dans notre pays. Aujourd'hui, être leader est perçu comme être un roi. Ceci ne doit pas être le cas dans la situation dans laquelle nous vivons. Nous devrons plus être dans l'optique de travailler pour l'intérêt commun au détriment de nos intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit dans notre pays. Et nous voyons même des jeunes qui ont plus de 40 ans dans un pays où l'espérance de vie est de 50 ans. Cela doit nous amener à nous poser des questions sur le sens même de la jeunesse dans notre pays. D'accord, merci Monsieur Traoré. Madame Salimata Traoré, vous avez été la première à parler de ce problème de leadership qui, selon vous, expliquerait le fait que nous avons beaucoup d'associations. Mais ce problème de leadership vient de quoi, selon vous? Ce problème de leadership, d'être un leader, mais vraiment qui saura mobiliser beaucoup de jeunes, qui saura être vraiment la vitrine de beaucoup de jeunes, auxquels beaucoup de jeunes vont vraiment se reconnaître. Qu'est-ce qui fait que nous peinons encore à avoir ça en milieu jeune? Parce que moi, je dirais déjà que on n'a pas bien défini le mot leader. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui a des activités et qui le met en commun avec le groupe et pour avoir un intérêt commun. Mais au Mali, on voit que les gens, ces pseudo-leaders, prônent plus leur intérêt personnel. On se sert du groupe pour pouvoir arriver à ses fins. Et moi, je pense d'abord qu'il faut se mettre en conformité avec la définition. Et là, peut-être que les choses pourront changer. D'accord. Avec une bonne compréhension même du concept de leadership, les choses pourraient changer. Aussi plutôt viser l'intérêt collectif au lieu de notre propre intérêt. D'accord. Mais à qui finalement profite cette floraison d'associations? Parce que tout se passe comme s'il y a des forces invisibles qui font que les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. À qui ça profite? Je dirais que ça profite aux hommes politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs associations qui sont financées par ces hommes politiques. Mais ce que les jeunes
doivent comprendre, c'est que malgré nos divergences d'idées, malgré nos couleurs, nos colorations politiques qui sont différentes, nous devons rester unis. Parce que tout ce qui se passe actuellement, ça va retomber sur nous. Donc il ne faut pas qu'on soit comment dirais-je, on soit derrière ces hommes politiques, les aider, mais plutôt que nous voyons notre intérêt et le développement du pays. D'accord. Merci. Madame Nafissa, dites-nous, cette floraison d'associations, alors finalement, si ça ne profite pas aux jeunes, est-ce que, comme le disait tout de suite Salimata, ne peut profiter qu'aux hommes politiques s'ils ne sont pas les seuls à tirer leur épingle de ce jeu, ça profite à qui d'autre? Je ne crois pas que ça ne profite pas aux jeunes. Je crois que ça profite aux jeunes, mais que malheureusement, les jeunes ne savent pas faire bon escient de ce pouvoir-là qu'ils peuvent avoir. Par exemple, il faut voir ce qui s'est passé avec les routes actuellement, avec l'association Sirako. Ils ont réussi à faire bouger les choses. Très bien, mais pourquoi s'arrêter seulement à cette route-là? Pourquoi ne pas s'attaquer à toutes les routes? Et c'est peut-être ce dont la jeunesse malienne manque. Elle manque peut-être de vision. Elle manque aussi, malheureusement, d'éducation. Comment peut-on fédérer 20 millions de jeunes qui ont une éducation différente? 20 millions de jeunes qui ont une personnalité différente? 20 millions de jeunes qui sont de couches sociales différentes? Ça devient très compliqué. Donc chacun essaye de se rattacher à un parti politique ou à une association ou à un mouvement qui peut le représenter, ne serait-ce que dans la couleur de peau, dans le langage ou une toute autre appartenance. Donc il faut que la jeunesse malienne, si elle veut pouvoir être plus forte, il faut déjà qu'on puisse avoir une éducation digne de ce nom. D'accord. Et donc du coup, vous parlez, vous aussi, quelque part de la nécessité pour les jeunes de se retrouver, d'être ensemble. Mais comment y parvenir? Alors, il faut déjà qu'il y ait des endroits où les jeunes puissent être ensemble. Moi, je me pose la question aujourd'hui des jeunes qui ont envie de se retrouver pour former un mouvement, pour combattre une injustice. Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Il n'y a pas de bibliothèque nationale, il n'y a pas de maison de jeunesse. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Où est-ce qu'ils peuvent trouver les moyens financiers de pouvoir faire des tracts, des flyers s'il n'y a pas de travail? Où est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le temps de s'organiser s'il n'y a pas des institutions comme les écoles où ils peuvent se trouver après les horaires de cours pour discuter comme nous sommes en train de le faire. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui s'ajoutent, qui font qu'en fait au niveau même de l'organisation, même s'ils le voulaient, ce serait compliqué. Et par rapport à la question du leader, je pense qu'une seule personne suffit. Il suffit de voir par exemple que le jeunisme politique, il n'est pas qu'au Mali. Quand on regarde un peu l'actualité internationale, c'est assez marquant. On peut voir par exemple qu'en Ukraine, c'est un jeune qui a été élu et qui puisait, qui n'était pas de formation politique, il était humoriste. La même chose pour la France, on a quelqu'un qui est Emmanuel Macron qui est arrivé, qui n'est ni de gauche, ni de droite, ni de centre et qui pourtant a réussi à venir et à faire fédérer les gens parce que ce qui plaît aussi dans les gens, pour le citoyen dans cette question de la jeunesse, c'est cette question du renouveau politique. C'est cette possibilité-là d'apporter des choses qui vont faire bouger le pays. D'accord, merci Madame Traoré. Monsieur Touré, alors que faut-il encore pour que les jeunes puissent souffler dans la même direction? Alors, j'aimerais juste rappeler un peu à mes collègues ici que quand on parle de jeunes au Mali, je pense que l'État a borné de 15 ans à 35 ans. D'accord. Et en principe, tous ceux qui ne sont pas dans ce segment ne sont pas considérés comme jeunes. Alors, ils ne sont pas considérés comme jeunes par qui? Par l'État, selon les textes bien écrits. Mais dans la mentalité? Dans la mentalité, c'est autre chose. Ok. J'allais en venir. D'accord. Alors, quand on regarde, on prend juste le mot leader. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que celui qui a participé ne serait-ce qu'à une session de formation sur le leadership, c'est considéré comme leader. Et c'est là où les bas blessent. Et c'est un des facteurs qui contribue à cette création, à cette floraison du mouvement. Mais ce n'est pas mauvais en soi en tant que tel. Sauf que s'il n'y a pas de vision qui l'accompagne, qui la soutienne, ce n'est pas intéressant. Fédérer, je veux dire aujourd'hui, c'est pas du tout impossible, mais c'est difficile. Mais il faut se fédérer autour d'un idéal. Si on n'a pas le même idéal, on ne pourra pas se fédérer. Mais justement, et par rapport à l'idéal, oui. M. Traoré parlait d'un rêve commun ou d'un avenir, d'un destin commun. Alors, si on devait donner
on devait donner un élément matériel à ce destin commun, à cet idéal. C'est circonstanciel. Les jeunes pourraient se retrouver autour de quel idéal? Et tous, malgré leurs différences. C'est circonstanciel. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que tout de suite, elle a parlé du cas de Sirako. Et d'un claquement de doigts, on a vu que les jeunes se sont mobilisés sans arrière-pensée, parce que c'était le besoin de tout le monde. C'est circonstanciel. On a vu en Abana, les jeunes étaient là parce qu'ils se sentaient menacés. En un claquement de doigts, ils voyaient leur intérêt là-dedans. Les gens sont venus. On a vu le cas de Gao, où les jeunes sont sortis, ils ont dit non, ils ont dit merde aux islamistes, on ne peut pas. On n'avait pas besoin de savoir qui est leader, qui n'était pas leader, parce qu'en ce moment, il y avait un idéal. L'idéal, c'était quoi? C'était leur liberté ce jour-là. S'ils n'avaient pas cette liberté, rien ne va. Donc, c'est l'idéal simplement qui peut faire que, c'est les circonstances qui pourront faire que les jeunes peuvent se retrouver. Mais dans le cas précis de maintenant, moi je suis vraiment pessimiste là-dessus. Parce que pourquoi? Je viens d'un bord, l'autre vient d'un bord, je ne suis pas tolérant, l'autre n'est pas tolérant. Il faut qu'on ait cette culture de tolérance. Il faut qu'on ait cette culture de patience. Il faut qu'on ait cette culture de supporter et de se faire supporter. Le jeune malien n'a pas cette culture-là aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas cette culture, c'est pas possible qu'on soit fédéré. C'est mon point de vue à moi. D'accord. Ça n'engage que moi. D'accord, merci. Monsieur Touré. Monsieur Traoré. Alors, nous allons essayer d'évoluer un peu. Il y a quand même des jeunes qui sont des figures aujourd'hui pour beaucoup d'autres jeunes. Ces jeunes-là se reconnaissent, mais vraiment à travers les combats menés par ces jeunes leaders, entre guillemets, parce que d'après Salimata, il faut qu'on définisse bien le mot leader. Toutes nos sont reprises par monsieur Touré. Mais qu'est-ce que vous saluez alors chez ces jeunes leaders et qu'est-ce que vous déplorez chez eux? Oh, comme il l'a si bien dit, moi je pense que le leadership n'est pas un mal en soi, mais il faut que nous soyons en conformité avec notre combat, le combat que nous menons. Vous voyez au Mali des jeunes qui disent vouloir éduquer les gouvernants, tout en revendiquant les droits des plus pauvres. Ces jeunes-là même dont on ignore la profession. C'est déplorable puisque eux-mêmes se procurent des voitures de luxe. Cela ne choque personne. Et c'est ce que j'ai dit assez souvent. J'ai dit que la jeunesse, du moment que la jeunesse, le jour que la jeunesse décide de vraiment se remettre en cause, de combattre la fatalité, ce jour-là, notre pays va aller de l'avant par rapport au traitement même de cette question. Mais aujourd'hui, il y a une récupération politicienne qui ne dit pas son nom. Vous avez parlé de la plateforme anti-Abana. La plateforme anti-Abana, moi, j'ai été membre. J'ai pris part à certaines de leurs concertations. Mais je peux vous dire qu'il y avait une récupération politicienne qui ne dit pas son nom. Et aussi, les jeunes qui sortent réellement pour se battre en toute conviction, puisque c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, je ne vois vraiment pas des jeunes engagés, résolument engagés sur le front, tout en revendiquant les droits les plus élémentaires de la population. Sauf que pendant le débat, vous avez développé quelque chose de très très important. Tout le monde ici, par exemple, c'est M. Touré qui a fini sur ça. Par exemple, si nous provoqués justement par Mme Nafissa, nous avons vu les cas de la route Kati-Djedjeni. Les jeunes de tous bords se sont joints aux autres et finalement ça a fait vraiment tâche d'huile. Mais après des réussites comme ça, le mouvement s'émiette. Alors, qu'il faut-il faire une fois qu'on arrive à se retrouver encore autour d'un autre idéal, garder la dynamique? Non, parce que c'est ce que j'ai dit, il y a toujours les renards politiques qui essaient de broyer cette jeunesse-là, cette vaillante jeunesse qui est résolument engagée sur le front patriotique. Ces leaders politiques-là, ces élites politiques, considèrent plus la jeunesse comme une option plutôt qu'une solution. Considèrent plus la jeunesse comme une menace, parce que c'est cette jeunesse-là qui est toujours dans cette dynamique-là de revendiquer, de protester. Et nous devrons quand même travailler à ce que nous méritons notre place, à ce que nous nous fédérons autour de l'essentiel, à ce que nous puissions bousculer cette classe politique-là. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire au Mali. Nous n'arrivons même pas à nous propulser au plus haut sommet de l'État. Nous n'arrivons pas
à dire notre mot par rapport, au développement de notre pays. Nous n'arrivons pas à peser lourd sur l'échiquier national. C'est ce qui est à déplorer dans notre pays aujourd'hui. Et pour ce faire-là, nous devrons quand même travailler de commun accord. Nous devrons mener une lutte sincère pour que nous puissions sortir notre pays de l'ornière. D'accord, merci Monsieur Traoré. Madame Traoré, mener une lutte sincère, ça existe des fois de façon instantanée, de façon circonstanciée, disait Monsieur Touré. Mais une fois que les circonstances disparaissent, les luttes aussi disparaissent. Pourquoi, selon vous? Pourquoi on n'arrive pas à garder la dynamique? Pour moi, c'est en fait, il n'y a pas de conviction et il n'y a pas vraiment d'engagement patriotique, d'engagement désintéressé. Dans le sens où il faut que les jeunes aient la conviction, en fait, et soient engagés aussi pour qu'il y ait une suite. C'est juste ça. Souvent, les jeunes ne sont pas engagés aussi. C'est dû parce que si on prend le plan de la politique, sur le plan politique, les jeunes, ils ne s'engagent pas parce qu'ils se disent que voilà, la politique, c'est pour les vendus. Si on prend le cas de la démocratie, on voit qu'il manque de démocratie, non seulement à l'interne des partis politiques. Si on prend l'interne des partis politiques, souvent on fait des cultes de personnes. Et si on prend sur le plan de l'État aussi, on observe que un candidat peut plutôt un président par exemple, il n'a pas de limite de mandat et qu'on sort pour toutes ces raisons. Et aussi, l'autre aspect, la Constitution, on la taille et on la change comme on veut, ce qui font que les jeunes peinent à s'engager. Ils sont découragés, il n'y a plus d'espoir de cet engagement. Et pourtant, à en croire à M. Traoré, ils sont toujours victimes de récupération de politique. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cette jeunesse est facile à récupérer par les hommes politiques? Je pense qu'ils sont faciles à récupérer parce que ils n'ont pas... Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ça dit, M. Traoré parlait de la récupération, en fait, politicienne, entre guillemets, des différents mouvements lancés par les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que, alors, le fait que les mouvements s'émiettent, l'explication majeure, c'est vraiment la récupération de ces mouvements-là par les hommes politiques? C'est aussi votre pensée? Moi, je pense que les mouvements politiques, il y a juste une récupération parce que les jeunes manquent de conviction. Parce que quand on a la conviction, on a vraiment la conviction et on veut vraiment atteindre un certain nombre d'objectifs, on ne peut pas se laisser déstabiliser par ces hommes politiques. Donc, pour moi, il faut déjà que ces jeunes-là aient la conviction. Par exemple, je vais juste prendre l'exemple lors des campagnes électorales. Il ne faut pas se dire, je vais voter pour un tel parce qu'on vient du même quartier, je vais voter pour un tel parce que c'est mon parent, mais plutôt je vais voter pour un tel parce que son projet de société m'intéresse. J'aime bien comment il a fait son programme politique. C'est dans ce sens-là qu'il faut voter pour la personne. Donc pour moi, c'est tout simplement lié au manque de conviction. D'accord. Merci Madame Salimata Traoré, Madame Nafissa. Alors, Monsieur Traoré nous parle de récupération politique qui sera à la base de l'émiettement des mouvements de jeunes. Madame Traoré nous parle ici en fait de manque de conviction. Vous avez votre licence en sciences politiques. Alors, quand vous regardez, vous observez la jeunesse malienne, alors quelle analyse faites-vous de son engagement politique? Moi, j'aimerais rebondir en répondant toujours à votre question sur ce qu'ont dit mes collègues ici présents à la table. J'insiste vraiment sur le fait que la jeunesse malienne, elle est délaissée. Elle est laissée à elle-même, elle n'est pas éduquée, on ne lui donne pas les moyens de se cultiver, d'apprendre, d'évoluer. Les plus grands économistes l'ont dit et l'ont prouvé. Vous donnez à un mendiant un bulletin de vote ou une miche de pain, il choisira toujours la miche de pain. C'est comme ça, c'est l'appât du gain. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers, quelqu'un qui n'a pas un toit sous sa tête, va toujours être quelqu'un qui va choisir la facilité et donc va aller forcément vers le politicien ou le parti politique qui va lui faire une promesse matérielle ou économique. Maintenant, l'engagement de la jeunesse malienne, c'est le civisme.
Et le civisme, le patriotisme, le fait d'aimer son pays, de le défendre, le nationalisme même, toutes ces choses-là s'apprennent dans une institution qui s'appelle l'école, à l'université aussi. Et on apprend, on comprend, on développe l'amour de son pays en étant en relation avec d'autres jeunes aussi qui ont été dans divers parcours. Mais malheureusement, aujourd'hui, la société malienne, elle est divisée dans ce sens-là où ce sont toujours peut-être les mêmes couches de jeunes qui sont ensemble. Il n'y a pas de lieu neutre fourni par l'État où les jeunes puissent se rencontrer, que ce soit un café, que ce soit une bibliothèque, que ce soit même une université, où de tous les horizons différents, sociaux, économiques, ils peuvent se rencontrer, échanger. Tout ça permet en fait de développer l'égalité des chances et malheureusement, le Mali ne permet pas à ces jeunes-là, parce qu'il ne fournit pas ces institutions-là, de développer ces capacités-là. Mais comment vous expliquez aussi le fait que lors des grands regroupements de jeunes, nous avons quand même toutes les représentations de jeunes, des riches, des pauvres. Parce que la force de la jeunesse, justement, c'est ça. La force de la jeunesse, c'est de pouvoir dépasser toutes les frontières qui sont liées à la race, au genre, à la culture. Parce que la jeunesse, elle ne voit pas toutes ces choses. Quand on est jeune, on a un idéal. On reste encore très, très utopiste. On a l'espoir que demain, l'avenir peut être meilleur tous ensemble. Il faut voir, par exemple, ce qui se passe avec l'écologie actuellement. C'est parti de la Suède avec une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Greta Thunberg et ça a été complètement mondial et ça a été repris au niveau du G7 même par les plus grands, Macron, Trump, etc. Donc ça fait vraiment que les jeunes, peu importe en fait leurs différences, leur force c'est que c'est justement leur jeunesse. Ils se disent que l'avenir c'est eux qui peuvent le construire et donc ils passent un peu la main sur tout ce qui peut être les différences entre ça et là, entre chaque personne. D'accord, merci Madame Nafissa Traoré. Monsieur Touré, nous entamons maintenant notre dernier tour de table. Oui. Et nous sommes à 10 minutes maintenant de la fin de l'émission. Si chacun pouvait se contenter de 2 minutes, on sera vraiment magnifique. Monsieur Touré, oui. Alors nous entendons parler d'un président jeune au Mali. Alors, est-ce qu'il est désormais prêt, ce président jeune, déjà en 2023? Juste quelques secondes, si tu me permets. Je suis content de voir ma collègue là citer des figures européennes. J'aurais aimé qu'elle me cite une figure malienne qui a lutté pour le Mali. Et voilà un des problèmes. Je m'en suis excusé, ce n'est pas pour le clasher, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. L'identité malienne est perdue. Et si l'identité est perdue, il va de soi qu'on va de travers. C'est bien beau de prendre l'exemple sur beaucoup de gens, mais revalorise-toi d'abord. Tes propres valeurs, c'est quoi? Le Mali a ses valeurs à elle-même. On a la constitution, la charte de Kourkanfoua, qui est le fondement du droit de l'homme. Mais on ne le cite pas. Parce qu'on pense que la Convention de Genève est supérieure à la charte de Kourkanfoua. Non. Moi, j'allais citer la charte de Kourkanfoua là où je veux, là où je partirai pour dire, voilà, avant votre constitution, moi, j'avais ma valeur à moi. Donc, je conseille aux jeunes Maliens de chercher à se connaître soi-même, comme on aime le dire. Et donc, quand tu te connaîtras toi-même, tu sauras où tu iras. D'accord. Donc, à quand un président jeune? À quand un président jeune? Et je vais juste citer quelqu'un. Il faut que ce soit un Malien en ce moment, M. Touré. Bon, c'est pas un Malien. Non, c'est pas un Malien, c'est un panafricaniste. Okay. Je ne vais pas citer un Européen, je vais citer un Africain, un panafricaniste. Et il dit, celui qui conduit la voiture de son père n'a pas le droit de prendre la parole dans une assemblée où les hommes possèdent leur propre vélo. Je pense que cela veut dire simplement, ne te vante pas de ce que ceux-là ont fait, vante-toi de ce que toi tu as aujourd'hui. Si la jeunesse malienne veut la présidence, elle n'a qu'à de la chercher. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci. Et c'est pour dire que c'est Mugabe qui l'a cité, il est mort aujourd'hui, je lui rends hommage, il a été panafricaniste. C'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. D'accord. Merci. Oui, vous aurez tout de suite la parole, madame, monsieur Maman. Alors, à quand ce président jeune et comment y parvenir?
Je pense que je vais répondre par rapport à la question, à ce que la dame de ma côté, la dame On a risquerait évoqué. d'avoir un problème de temps. Je pense que ce n'est Allons pas tant rapidement. l'état physique en tant que tel qui cause problème dans notre pays, des lieux de rassemblement. Je pense que nous avons des lieux où on échange assez sur Facebook et autres. Mais je suis d'avis avec quand elle cite des figures emblématiques qui ont participé quand même au développement de leur pays. Parce qu'il ne faut pas nier l'évidence que nous avons quand même une constitution qui n'est même pas en conformité avec nos réalités sociétales. Et donc si vous parlez de repères, je pense que nous devrons commencer ce combat-là à adapter même notre constitution à nos réalités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parlant D'un président jeune, un président qui aurait peut-être 30 ans, 32 ans. 32 ans, je dirais tout simplement qu'il faut travailler à ce que le système électif, nous devons travailler à ce que cela soit une réalité dans notre pays. Dans un pays où on sait d'avance qui sera le président de la République, je me dis que est-ce que la voix de la population même est prise en compte? Il faut... On ne sait vraiment pas d'avance, je dirais même dans aucun cas on ne sait d'avance. Non, on le sait. Moi je peux vous dire maintenant, les politiciens entre eux... En 2023, c'est qui le président du Mali? Non, mais c'est entre eux-mêmes ici. On a toujours sinon, vous pouvez nous dire le nom du président du Mali de 2023? Non, monsieur Robert, je ne peux vous le dire, mais si vous êtes dans les partis politiques, vous savez toujours qu'ils sont en connivence. Ils sont toujours là en train de faire des deals pour se propulser au plus haut sommet de l'État. D'accord. Depuis, ceux qui ont dirigé ce pays-là sont de la famille de l'Allemand, on le sait tous. D'accord. Depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à à ma question, M. Traoré, à quand ces présidents jeunes? Est-ce qu'il est prêt déjà il faut d'abord que cette jeunesse-là, il faut d'abord, pour faire de la politique, il faut d'abord être indépendant. Ça, c'est ma perception des choses. Puisque la politique, pour moi, ce n'est pas une profession, c'est une mission au service de sa collectivité. Il faut faire son temps et passer à autre chose. C'est un moment de sacrifice pour sa collectivité. Et pour ce faire, on doit entretenir les partis politiques. Et on doit quand même avoir le nécessaire quand même pour faire fonctionner un parti politique. Et pour que les jeunes puissent se propulser au plus haut sommet de l'État, il faut d'abord que nous soyons indépendants. Il faut d'abord que nous ayons un métier. Il faut d'abord que nous essayons d'assainir ce secteur-là politique pour que nous puissions quand même nous mouvoir dans un cadre propice et sain. C'est à ce sens-là que nous pourrons avoir des leaders jeunes. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Traoré. Madame Traoré, si vous devriez faire un portrait robot en fait, de ce jeune qui peut être le président du Mali en 2023. Pour moi, je suis très pessimiste dessus. Je dirais qu'en Afrique, on est jeune, mais on élit des présidents vieux. C'est une réalité. Au lieu de s'unir derrière un jeune, par exemple en 2018, si un jeune avait pris de l'ampleur lors des élections et avait eu la chance même de passer au premier tour, je serais plus optimiste. Mais on a vu, il y avait des jeunes au départ, ils se sont tous ralliés derrière les vieux comme d'habitude. Donc nous sommes très loin d'avoir en 2023 un président jeune. D'accord. Merci Madame Salimata Traoré, Madame Nafissa Traoré. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse malienne? Déjà, je pense que la jeunesse malienne ne devrait pas avoir honte, par exemple, de citer des figures internationales, puisque le fort justement du thème de cette jeunesse-là, c'est qu'elle n'a pas de frontières. Il y a beaucoup de jeunes maliens aussi qui sont très concernés par le climat. Et donc parler de ces leaders-là qui ont ouvert la voie n'est absolument pas une honte, mais au contraire, une faveur du fait qu'on est sensible à ce qui se passe en dehors de notre pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme diaspora malienne aussi en dehors du Mali. Et donc, qui est aussi importante à prendre en compte. Et j'aurais aimé que vous me citiez, puisque vous êtes si bien connaisseur, si grand connaisseur du Mali, effectivement un jeune leader malien qui actuellement peut fédérer tout le pays ensemble. Maintenant, en 2023, je ne sais pas s'il peut y avoir un jeune politicien malien à la tête de l'État. En 2033, je ne sais pas, mais en 2028, je ne sais pas, mais la question que j'aimerais poser et qui soulève une autre problématique, c'est si un jeune politicien vient au pouvoir d'ici 2033, est-ce que cela pourrait être une femme? D'accord.
Merci, merci Madame Nafissa Traoré. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission Théma d'Africable Télévision. Ce soir sur le thème floraison des mouvements de jeunesse au Mali, à quelle fin, avec Madame Salimata Traoré, titulaire d'une licence en administration économique et sociale, parcours entreprise à l'université Sorbonne Paris-Cité, également écrivaine, auteur de cet ouvrage, un recueil de nouvelles, Notre combat de tous les jours. Elle est blogueuse panafricaine, féministe africaine, fondatrice et présidente de l'association LMD, les leaders du Mali. Monsieur Maman Traoré est notre deuxième invité. Il est inspecteur de sécurité sociale et président du mouvement Face aux Deux. Notre troisième invité est économiste, analyste, directeur technique de IRAD, Initiative Recherche Appui au Développement, Monsieur Ibrahim Nabiou Touré. Et enfin, nous avions la compagnie de Madame Nafissa Chouadou Traoré, titulaire d'une licence en sciences politiques à l'université Paris 8 Lumière et du CADI, certificat d'aptitude à la division du droit international humanitaire, lauréate 2016 du concours Eloquentia et en 2018 de la bourse des jeunes entrepreneurs ACS initiée par le rappeur français Kerry James. Elle est actuellement journaliste stagiaire au quotidien Le Soir de Bamako. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, merci à vous de rester toujours fidèles au programme d'Africable Télévision. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre aventure thématique. Portez-vous bien, passez un excellent week-end. Merci. Thank you.